Quand on regarde la tendance, on voit qu'il y a une accélération de 3 à 5 ans sur le e-commerce et les paiements digitaux. En France notamment, où quand on se compare avec le UK ou les US, on avait un vrai retard sur la part des paiements qui se font de façon digitale, donc la part du commerce qui se fait online par rapport au magasin, où c'est quasiment 20% du commerce qui se fait online en Angleterre ou aux États-Unis, voire 25%. Et en France, on était en dessous de 10%, un petit 10%, et aujourd'hui, on est 13, à 14%. 13,5, 14, ouais. Voilà, donc il y a eu un vrai rattrapage. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser au paiement en ligne avec un acteur majeur dans le secteur, PayPal. Le géant américain est toujours à la pointe de l'innovation et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Caroline Tellier, VP Europe du Sud, basée à New York, d'où un son peut-être un peu à distance que vous entendrez dans cet enregistrement. Je dis une nouvelle fois car en décembre 2019, il y a donc presque 2 ans, Caroline, tu venais ici même nous parler du wallet et avec... plus de 10 années d'ancienneté chez PayPal. On peut dire que tu as couvert une grande variété de responsabilités dans différents départements de l'entreprise. Alors, dans cette conversation, nous reviendrons bien sûr sur les métiers cœur de PayPal, mais nous nous arrêterons sur une nouveauté de l'offre, le paiement en plusieurs fois. Pour bien cerner les enjeux, nous commencerons par prendre un petit peu de hauteur pour analyser le marché, c'est-à-dire comprendre les évolutions des besoins des consommateurs en matière de paiement et leurs conséquences pour les marchands. Nous poursuivrons par un focus sur la proposition de valeur du paiement, en plusieurs fois aussi appelé paiement fractionné. Enfin, Caroline, tu nous partageras quelques business cases. Mais avant de commencer, comme il est coutume de faire, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour Cyril, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là une nouvelle fois, cette fois à distance. Donc effectivement, ça fait plus de 10 ans que je suis chez PayPal. J'ai commencé au produit, donc comme tu disais, j'ai fait pas mal de départements dans l'organisation. Donc le produit, ce qui était assez naturel, moi je suis ingénieure, donc c'est un rôle qui m'a beaucoup plu, que j'ai fait pendant 5 ans. Ensuite, je suis passée plutôt côté commercial, avant de rejoindre le marketing, et maintenant je gère l'Europe du Sud, donc la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Je suis partie à New York il y a 2 ans. Pour un job marketing et donc j'ai changé depuis et voilà, je suis ravie d'avoir pu découvrir un nouveau pays grâce à PayPal et de pouvoir gérer l'Europe du Sud de ma chambre à New York puisqu'aujourd'hui on travaille encore de chez nous. Toujours en remote à New York. Toujours en remote à New York, exactement. Tu as passé, oui, effectivement, 10 ans chez PayPal. Avant, tu l'as dit, tu as un profil ingénieur. Tu nous l'avais partagé dans le précédent épisode. Tu as fait l'école centrale. Et puis après, tu es passé dans le conseil chez Bain avant d'avoir une petite aventure entrepreneuriale. On va quand même rester focus sur PayPal. Je crois que tu as commencé, tu le dis, dans le produit, le crédit aussi. Pourquoi j'en parle ? Parce que finalement, aujourd'hui, il y a quand on parle du paiement plusieurs fois, c'est quand même un petit retour. Il y a un clin d'œil avec l'histoire, non ? Exactement, et c'est amusant parce que mon premier rôle chez PayPal, donc mon titre, c'était manager crédit. Donc effectivement, à l'époque, on avait un partenariat avec un grand acteur du crédit. On essayait de lancer une carte co-brandée qui n'a pas forcément été à la hauteur de ce qu'on attendait. Donc très rapidement, on a voulu itérer et on s'est intéressé au paiement plusieurs fois. Donc le fameux 3 fois sans frais,
qui est finalement très nouveau dans beaucoup de pays, mais qui est très ancien en France, puisque c'est une vraie habitude de paiement, notamment en magasin. Enfin, je me souviens avoir acheté mon premier canapé dans mon premier appartement en 3 fois sans frais, donc c'est vraiment dans l'habitude de consommation des Français. Et ça a mis du temps à arriver un peu partout. Donc moi, j'ai quand même l'impression d'avoir pas mal répété cette histoire autour de l'opportunité du paiement en 3 fois, 4 fois maintenant dans notre pays. Et ça me fait un peu penser au dicton où on dit quand on va seul, on va plus vite et quand on va ensemble, on va plus loin. J'essaye de me dire ça pour me rassurer en me disant qu'effectivement, ça a pris du temps, mais avec la force de frappe de PayPal, malgré les 10 ans entre peut-être le premier business case et aujourd'hui, on a une force de frappe qui est énorme. On a pu lancer ce produit dans plein de pays à la fois. Aujourd'hui, on a plus de 400 millions de clients PayPal, donc c'est aussi tous les clients qui sont éligibles à ce produit. On va y revenir, Caroline. Avant ça, ce que j'aimerais comprendre, c'est la diversité des métiers que tu as opérés, puisque finalement, tu t'es retrouvé avec des responsabilités de front office, donc assez proche du marché, du besoin. C'était pas forcément évident au départ. Aujourd'hui, ça te sert à quoi? Et puis explique-nous un peu ce que tu as fait quand même. Tu parlais de fonction marketing avant. Est-ce que tu peux juste qu'on comprenne bien pourquoi aujourd'hui tu parles avec autant d'enthousiasme de cette nouvelle offre qui répond à un besoin du marché? C'est aussi que tu as le background, l'expérience et l'expertise qui te permet de le dire aujourd'hui. Oui, alors en fait, moi, ce qui est intéressant, je pense, dans mon parcours chez PayPal, c'est d'avoir passé du temps du côté des... On parle de two-sided network chez PayPal, donc on a les consommateurs et on a les marchands. Et en fait, quand j'étais au produit, j'avais vraiment cet angle consommateur. Donc en fait, toutes les fonctions chez nous, à part les fonctions commerciales, puisque finalement, c'est un produit qu'on vend aux commerçants, puisque pour les consommateurs, c'est gratuit, mais les fonctions produits, marketing, on a toujours 2 pôles, le pôle consommateur et le pôle marchand. Et je pense que c'est important d'avoir la vision des 2 côtés pour vraiment se rendre compte de qu'est-ce que c'est que ce service et pourquoi un marchand sera d'autant plus content d'avoir PayPal qui comprend la valeur qu'on apporte aux consommateurs. Et de la même façon, les consommateurs sont d'autant plus ravis d'utiliser PayPal que PayPal est accepté par un grand nombre de commerçants. Donc, quand j'étais dans l'équipe produit, je me suis beaucoup intéressée aux consommateurs. Et la question à laquelle j'essaie de répondre, c'est comment PayPal reste un service pertinent pour les consommateurs avec un secteur du e-commerce, du paiement en ligne qui évolue, donc des besoins qui sont différents d'année en année. Donc, j'ai travaillé sur le crédit, mais j'ai aussi travaillé sur d'autres types d'offres parce que PayPal est aussi très connu pour ses protections. Quand on fait une transaction avec PayPal, on sait qu'on a 6 mois de protection si le produit ou le service n'arrive pas ou s'il ne répond pas aux attentes. On a comme une assurance avec un délai très très long. On a lancé les frais de retour gratuits. Donc, quand on achète avec PayPal, on peut rendre son produit gratuitement un peu partout dans le monde. J'ai travaillé aussi à l'époque sur une assurance annulation voyage gratuite. Donc, vraiment, mon rôle, c'était de faire en sorte que les consommateurs aiment de plus en plus PayPal et en fait, aient vraiment le réflexe d'utiliser PayPal pour toutes leurs transactions. Et comme c'est gratuit, pour moi, en fait, il n'y avait pas de sujet, quoi. Les consommateurs, ils aiment PayPal, sinon ils ne l'utiliseraient pas. Et après, je suis effectivement passée côté plus front office marchand, donc dans des rôles plus commerciaux. Et là, je me suis rendu compte que, effectivement, les commerçants, ils payent, donc ils ont besoin de comprendre quelle est la valeur. Et c'est pas forcément évident pour un wallet parce que les consommateurs, notamment en France, les marchands, ils acceptent la carte et ils vont se dire naturellement qu'un client qui a un compte PayPal a aussi une carte. Et donc, il a fallu qu'on travaille beaucoup aussi sur cette histoire et sur cette équation qui réconcilie un peu le prix de PayPal et la valeur qu'on apporte aux commerçants. Donc, je sais que tu voulais qu'on évoque quelques business cases. Mais voilà, c'est un sujet qui m'a passionnée parce que pour moi, c'est aussi important de passer mes jours et mes semaines à travailler sur un service dont on est capable de démontrer qu'il apporte de la valeur, ce qu'on a évidemment réussi à faire, mais c'était important de prendre le temps parce que PayPal, ça fait 20 ans qu'on existe, on est la première fintech, on est le premier wallet, donc on a cette chance et cette avance par rapport à nos concurrents, mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier de
de quantifier la valeur et montrer que PayPal est toujours un service incontournable aujourd'hui sur le marché en France et à l'international. Bon, merci pour cette intro. On va aller plus loin dans le détail sur la proposition de valeur de PayPal tout à l'heure. Dans un premier temps, je le disais en introduction, ce qui est important, je crois, aussi pour nos auditeurs, c'est de comprendre finalement le marché dans lequel tout le monde évolue. Le consommateur en France, en Europe du Sud, et peut-être plus en France, puisque on est assez franco-français sur ce podcast. Tu as commencé à en parler. Est-ce que tu peux nous dire sur les 2 dernières années quels sont les changements et puis est-ce qu'ils se sont accélérés dernièrement dans le paiement? Je te pose la question, j'ai un petit peu un élément de réponse, mais j'aimerais bien t'entendre nous dire un peu comment toi tu perçois cet écosystème, le paiement en général. Ouais. Alors en fait il y a effectivement eu des changements. Donc déjà on peut rappeler que les 2 dernières années ont été une période un peu sans précédent dans le monde en général, mais pour le secteur du e-commerce et des paiements digitaux. Quand on regarde la tendance, on voit qu'il y a une accélération de 3 à 5 ans sur le e-commerce et les paiements digitaux. En France notamment, où quand on se compare avec le UK ou les US, on avait un vrai retard sur la part des paiements qui se font de façon digitale, donc la part du commerce qui se fait online par rapport au magasin, où c'est quasiment 20% du commerce qui se fait online en Angleterre ou aux États-Unis, voire 25%, et en France on était en dessous de 10%, un petit 10%, et aujourd'hui on est 13, à 14%. 13,5, 14, ouais. Voilà, donc il y a eu un vrai rattrapage. Donc c'est vraiment le secteur dans lequel on baigne nous. Moi, depuis que je suis chez PayPal, donc ça fait 10 ans, les grands sujets sur le paiement digital, c'est le cross-border, donc les paiements à l'international, puisque c'est ce qui a permis aussi les achats e-commerce et de pouvoir acheter dans d'autres pays, et le mobile. Parce qu'on a vu aussi qu'il y a eu une bascule des achats qui se font via un ordinateur sur son téléphone, et le téléphone devient pour maintenant beaucoup de secteurs l'outil principal pour faire ses achats. Et ce qui est assez amusant, on m'a récemment posé la question sur qu'est-ce qui a inventé dans le paiement aujourd'hui, qu'est-ce qui a inventé dans le paiement digital. Et en fait, le Covid a fait vraiment évoluer les choses. Donc, ce qu'on a inventé avant le Covid, c'était, en tout cas nous, d'un point de vue paiement, c'était comment on peut créer des expériences où le paiement disparaît, parce qu'en fait, le paiement, c'est pas le meilleur moment d'un achat. D'ailleurs, quand on regarde un peu les courbes d'émotion des gens quand ils font un achat sur Internet, le paiement, c'est le moment le plus anxiogène, en fait. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé, en fait, à faire en sorte que cette étape de paiement disparaisse. Et avec nos partenaires, on essayait justement de focaliser l'expérience sur les moments plus agréables. Et ce qu'on a toujours dit à nos commerçants, nos clients, c'est voilà, déléguez-nous cette étape de paiement pour qu'on la rende le plus possible sans friction, sans souci, qu'on gère la fraude, enfin tous ces sujets qui sont d'ailleurs aussi anxiogènes pour les commerçants. Et donc je pense que l'expérience ultime, c'est un peu l'expérience d'Uber, où en fait on va se servir de son mobile plus pour avoir l'expérience sympa qui est de précommander, qui est de répondre à des problématiques différentes du paiement. Et en fait le paiement n'existe quasiment plus, voire n'existe pas dans la réservation de son taxi ou la réservation de son repas. Donc voilà, on était très focalisés là-dessus, à se dire ok, comment le mobile devient le premier canal de consommation et permet d'enrichir l'expérience d'achat plus que met l'accent sur le paiement. Là où le Covid a changé les choses, il y a eu deux choses principales d'un point de vue consommateur. La première, c'est justement le côté pouvoir d'achat. Donc il y a beaucoup de gens pendant cette période qui se sont retrouvés dans des situations un peu compliquées avec leur travail, chômage partiel, chômage total, et donc nous on s'est dit voilà, comment on peut essayer, le paiement c'est important quand il y a des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est mis à risque. Et on s'est dit, en fait, c'est le moment d'accélérer sur le paiement en 4 fois ou le paiement en 3 fois. Donc, notre Buy Now, Pay Later, notre paiement fractionné, c'est un paiement en 4 fois en France et c'est un paiement en 3 fois dans les autres pays. Donc, me demande pas pourquoi. Attends, on va revenir là-dessus, mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est vraiment ce besoin de trouver des facilités de paiement, parce qu'il y a une contrainte économique qui est là et il faut y répondre.
Exactement. Donc, on pourra reparler du Buy Now Pay Later. L'autre sujet, c'est le paiement par QR code. Parce qu'une autre contrainte qu'ont eu les consommateurs à ce moment-là, c'est de se dire, bah voilà, on n'a plus envie de toucher l'argent. Donc, plutôt une contrainte sanitaire que du pouvoir d'achat. Les gens n'avaient plus envie de toucher d'argent. Oui, beaucoup de gens ont des téléphones avec une possibilité de payer par NFC. Donc Apple Pay particulièrement en France, même si pas tout le monde n'a un iPhone. Mais sur le NFC, tu as quand même des limites. Donc à partir d'un certain montant, il va falloir que tu tapes un PIN ou que tu signes. Et donc c'est là où on s'est rendu compte que le paiement par QR code nous permettait en fait d'éviter que nos consommateurs aient à toucher un device qui ne soit pas le leur. Et c'est pour ça que ce moyen de paiement est redevenu très populaire. Et donc, on a aussi accéléré, sachant que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur le paiement QR code ou le paiement. Alors, c'est amusant parce qu'on parle de paiement cashless. Là, c'est vraiment du paiement touch-free. Donc, voilà. Ouais, mais alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que finalement, les consommateurs, les deux points qui les intéressent, c'est avoir des facilités de paiement, c'est-à-dire pouvoir étaler dans le temps, finalement, les conséquences économiques de leurs achats. Et puis, d'une part, et d'autre part, c'est de ne plus avoir de contact avec le cash, avec l'argent fiduciaire. Ou même les PIN codes sur les claviers au moment de payer. Les POS, ouais. Voilà, ouais. Sur les POS. Donc c'est la fin du cash. Eh ben c'est en tout cas on est en bonne voie. Mais non, mais c'est vrai, en fait, c'est une question avec une réponse. C'est vrai qu'on le voit. Et tu sais qu'en en France, je ne sais pas si tu as entendu dans l'actualité ces dernières semaines, il y a les banques qui sont en train de s'unir pour mettre en commun un réseau de DAB pour réduire le nombre de distributeurs. Donc on est vraiment dans cette dimension-là. Et elle a été accélérée parce qu'on était quand même déjà sur quelque chose qui se réduisait depuis déjà de nombreuses années. Et là, la crise sanitaire, tu nous l'expliques très bien, a amplifié ce phénomène pour avoir de moins en moins de cash sur soi. Comment ? Exactement. Et du coup, le cashless combiné au touch-free, j'utilise des anglicismes, mais a vraiment révélé l'importance de trouver des alternatives au cash. Et côté, donc ça, tu viens de l'exprimer très fortement, côté consommateur, on voit bien les besoins des consommateurs. C'est quoi le pendant du marché côté commerçant ? Alors, il y a évidemment s'adapter aux besoins du consommateur, ça c'est une évidence, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que le commerçant a dû mettre en œuvre, a dû changer, a dû adapter, modifier ces dernières années pour être plus performant vis-à-vis de ses consommateurs ? Nous, ce qu'on voit, c'est que, en gros, les commerçants, en tout cas sur le sujet paiement, il y a effectivement, répondre aux attentes des consommateurs et deux, répondre aux régulations. C'est ça. Voilà. Et les régulations évoluent constamment. Si on parle des grandes tendances sur l'e-commerce des dernières années, on peut aussi parler des marketplaces. Mm-hmm. Donc, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que quand on prend les top sites en France, au moins 40% d'entre eux maintenant ont un business de marketplace, que ce soit Cdiscount, la Fnac, la Redoute. Et en fait, ce business de marketplace, il répond pas aux mêmes contraintes que le business standard, notamment sur la partie paiement, où il faut avoir des PSP qui soient conformes à la PSD2. Donc, ça veut dire beaucoup de travail. Et donc, nous, c'est évidemment quelque chose sur lequel on a travaillé, pouvoir offrir des solutions en conformité à ces acteurs-là. Et c'est quelque chose qui est évidemment moins visible pour les gens qui sont un peu moins experts du sujet. On a plus tendance à voir ce qui se passe côté consommateur, parce qu'on est, je pense, tous consommateurs et utilisateurs du e-commerce en tant que particulier. Mais c'est vrai que toutes ces régulations qui se passent un peu dans le background, c'est pas forcément facile de les appréhender quand on n'est pas commerçant soi-même. Oui, mais tu le disais justement, la DSP2, c'est vraiment quand même un changement majeur, réglementaire majeur qui a impacté bien sûr le consommateur, de l'authentification forte, avec aussi des contraintes du X, puisque quand tu es sur ton portable et que tu dois naviguer entre l'app de ton site marchand et l'app de ta banque, où tu dois valider le code. Tu vois, il y a quand même
même pas mal de... C'est pas évident pour les commerçants. Et tu le disais justement, on n'en parle peut-être pas beaucoup, mais enfin, dans l'audience de ce podcast, il s'adresse quand même beaucoup aux commerçants. Il y en a beaucoup qui écoutent, donc ils sont attentifs justement à la façon avec laquelle quelqu'un comme PayPal va prendre en compte cette réalité réglementaire qui vient s'additionner à la réalité marché, c'est-à-dire les besoins des consommateurs. Exactement. Et nous, notre cœur de métier, donc vraiment l'ADN, c'est la sécurité des transactions, parce qu'on est convaincu que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de commerce. Et donc, on navigue toujours entre comment on assure la sécurité maximum, mais avec l'expérience la plus fluide possible. Et c'est là où, à nouveau, nos 20 ans d'expérience nous ont donné énormément d'avance sur ce sujet-là. Enfin, on n'a pas attendu la DSP2 pour se demander comment on allait sécuriser les transactions. Et aujourd'hui, on voit qu'avec l'introduction de l'authentification forte, en fait, on peut, par défaut, sécuriser plus de 70% des transactions sans avoir à ajouter un challenge de password ou mot de passe unique ou voilà, les différentes façons d'authentifier les clients. Et donc, on a vu qu'il y a aussi beaucoup de nos commerçants qui se tournent vers nous et qui essayent de nous pousser un maximum de transactions pour justement éviter que leurs clients soient face à des expériences un peu plus compliquées. Donc, tu vois, par exemple, quand je te disais qu'il y a quelques années, notre sujet, c'était de travailler avec nos partenaires pour éliminer le paiement, rendre le paiement le plus transparent possible, en fait, c'est complètement à l'inverse de ce qui se passe avec l'authentification forte et la PSD2. Mais c'est autant d'avance qu'on a pris pour essayer de continuer justement à authentifier automatiquement un maximum de consommateurs pour qu'ils gardent la même expérience que celle dont ils avaient l'habitude. Sachant que tu as des consommateurs qui peuvent eux-mêmes dire, bah voilà, moi j'ai envie de cette étape, pour moi c'est important d'avoir cette étape. Et du coup, là, il y a des paramètres dans l'app où ils peuvent demander à ce qu'à chaque fois, ils aient un mot de passe ou un challenge qui se présente à eux. Mais globalement, les gens ont quand même envie d'avoir une expérience très fluide. Oui, bien sûr. Comment tu décrirais finalement la préparation des commerçants par rapport à l'ensemble de ces changements à la fois marché, hein, on parlait des consommateurs et puis réglementaires. Est-ce que tu les as sentis et chez PayPal, vous continuez à les sentir très réceptifs à tout ça et peut-être encore plus flexible. Tu le rappelais très justement, la part du e-commerce dans le commerce de détail est passée de 9 à 14% en l'espace de 2 ans. Donc, c'est énorme, 5 points en si peu de temps. Ça veut dire que les vendeurs ont dû s'adapter très très vite à des flux plus importants. Comment vous percevez ça, vous, chez PayPal ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de challenges ? Il y a encore besoin de beaucoup convaincre ou alors il y a une maturité côté commerçant qui se mesure, qui devient un peu tangible ? Je pense qu'il y a une maturité, mais en même temps, c'est des changements qui ne sont pas anodins. Et donc, on voit que ça prend énormément de temps de changer son parcours d'achat, de changer son expérience de paiement et que chaque point de conversion en moins, c'est en fonction de la taille du commerçant, mais c'est des millions de chiffres d'affaires en moins. Donc, c'est des sujets très sensibles. Ce qu'on a vu dans les dernières années, c'est que le marché du paiement, il y a de plus en plus d'acteurs en fait. Avant, PayPal, on était un peu la référence et on a vu d'autres acteurs récemment arriver. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé récemment entre la pandémie et toutes ces nouvelles demandes régulatoires, PayPal a repris la mesure de sa proposition de valeur historique autour de la sécurité et du fait d'être un acteur de confiance. Et on voit que les commerçants comme les consommateurs se tournent énormément vers nous parce que voilà, on a cette crédibilité. Sur l'authentification forte, comme je le disais, on est le seul acteur qui peut authentifier de façon transparente autant de consommateurs pour une expérience très fluide pour les commerçants. Sur le paiement en 4 fois dont on reparlera, nos 20 ans d'analyse du risque nous ont permis d'offrir ce service à nos consommateurs sans frais en fait. Donc nos consommateurs n'ont pas de frais quand ils payent en 4 fois. On vient d'enlever aussi les pénalités de retard. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est capable de scorer nos clients sans leur charger quoi que ce soit et en plus d'autoriser les cas de paiement qui soient retardés sans avoir besoin
de prendre une commission. Et ça, on est les seuls aujourd'hui parce que Attends, on va y revenir. C'est intéressant tout ce que tu nous dis. Justement, on va aller peut-être un peu plus en détail sur et rappeler ce que fait l'ensemble de PayPal. Tu l'as déjà dit, tu as marqué un petit peu le territoire. Hein. Tu me parlais avant qu'on enregistre d'une étude. Vous aviez des chiffres intéressants à partager justement pour nous aider à comprendre un petit peu l'environnement qu'est le vôtre. Oui, alors effectivement, il y a une étude qui était importante pour nous pour montrer, enfin essayer d'expliquer vraiment quel était l'impact de PayPal sur les consommateurs et pourquoi on permettait d'obtenir ce chiffre d'affaires incrémental pour les commerçants. Et en fait, la comparaison, elle est assez simple. On compare le e-commerce en fait, au paiement en magasin. Et en fait, un chiffre qui est assez intéressant, c'est que les consommateurs qui sont en magasin, 80% des produits qu'ils achètent sont des produits, ce qu'on dira, impulsifs. Donc, en gros, 80% de ce que tu mets dans ton panier, en fait, c'est dans ton panier physique, dans ton caddie ou dans ton sac shopping. En gros, c'est des produits que tu n'avais pas prévu d'acheter parce que tu te fais influencé par ce que tu vois dans les rayons, tu te fais influencer par les vendeurs ou les vendeuses. Et en fait, online, c'est totalement l'inverse. Online, il n'y a que 20% de ce que tu achètes qui n'était pas prévu. Parce que voilà, l'expérience dans les rayons, c'est pas du tout la même. Parce que ensuite, tu arrives au moment du panier et tu dois créer ton compte. Ou tu sais que tout d'un coup. Mais tu prêches un convaincu. Quand je vais faire mes courses chez Leclerc Drive, c'est pas du tout. Enfin, mon panier est beaucoup moins important que quand je vais avec mon caddie dans un centre Leclerc. Voilà. Et c'est vrai dans les supermarchés, mais c'est vrai aussi dans les magasins de mode. C'est assez vrai, peu importe l'industrie. Et donc, ce qu'on a montré, c'est qu'en fait, le consommateur PayPal, il est beaucoup plus spontané, il est beaucoup plus impulsif, il sait qu'il va pouvoir payer avec PayPal. Donc, c'est les deux choses qu'on a montrées. On a montré qu'un site qui offrait PayPal avait 59% de conversion en plus. Et ensuite, on a montré qu'un client PayPal, il sait qu'il est sur un site... Attends, 59% de conversion en plus. Explique un peu le chiffre là. 59% de conversion, en gros, tu regardes la conversion de ton site qui va être peut-être autour de 60%. Et donc, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est entre 50 et 60%. Et donc, quand il y a PayPal, tu vas être autour de 80%. D'accord. Et ensuite, tu as un chiffre qui est super intéressant aussi parce que souvent, on avait un peu l'objection qui était oui, mais est-ce que c'est PayPal qui rend les acheteurs PayPal spontanés ou est-ce que ces acteurs-là, de toute façon, ne sont pas déjà plus habitués au e-commerce? Et en fait, on a montré que la présence du bouton PayPal permettait de multiplier par 2 la conversion des acheteurs PayPal. En gros, un client PayPal, s'il est sur un site qui n'offre pas PayPal, il va se comporter comme s'il payait avec sa carte. Donc, tu vois, on a défait cette idée de corrélation ou causalité, donc sans rentrer dans les détails trop scientifiques, ce qu'on voulait vraiment prouver, c'est que c'était vraiment la présence de PayPal qui libérait les freins à l'achat. Et donc, PayPal permet de recréer les émotions qu'on a en magasin. Et en fait, alors, on ne recrée pas la présence du vendeur, mais on dit aux gens, pendant 6 mois, tu as une protection sur ton produit. Si tu veux le retourner, tu ne payes pas tes frais de livraison. Au moment du paiement, évidemment, tu ne partages pas tes infos bancaires, donc tu sais que jamais on te les piratera. Maintenant, on te dit que tu peux payer en 4 fois. Par ailleurs, on en reparlera peut-être, mais tu sais, PayPal, c'est aussi utilisé par plus de 50% de nos clients pour faire des P2P, donc pour des envois entre particuliers. Donc ça veut dire que la majorité des clients PayPal, ils ont du solde sur leur compte, qu'ils n'ont pas forcément immédiatement retiré sur un compte bancaire. Donc c'est aussi un peu comme de l'argent de poche. Donc c'est une poche de réserve. Voilà, c'est une poche de réserve. Donc en fait, tous ces arguments-là sont autant d'arguments qui vont permettre aux clients de moins se poser de questions quand ils sont en train de faire leurs achats. Et je sais qu'en ce moment, il y a un peu des débats sur le paiement, les paiements fractionnés. Est-ce que ça pousse pas les gens à faire des achats qu'ils voudraient pas faire? En fait, nous, ce qu'on a montré, c'est que, à nouveau, il y a un tel gap entre le mécanisme de décision d'achat en magasin que
online, qu'en fait, il n'est pas question de pousser les gens à un achat qu'ils n'aimeraient pas faire. Il est juste question de les remettre en situation de faire des achats plus spontanés comme ils en ont l'habitude dans le monde physique. Ouais, c'est intéressant que tu nous en parles. On va venir justement sur ce paiement plusieurs fois, ce paiement fractionné, qui effectivement aujourd'hui est proposé par un nombre toujours croissant de commerçants. Je pense que tu seras d'accord avec moi. À l'origine, le paiement fractionné, il était quand même très pas fluide dans sa façon d'accès, puisque c'était du crédit, classique, voilà. Ouais. Donc il fallait remplir des papiers, enfin c'était compliqué. Exactement. Et c'était principalement pour financer des achats un peu onéreux, par exemple une cuisine, de l'électroménager, de la literie. Aujourd'hui, on est dans un concept du paiement fractionné qui est très différent. Tu peux nous expliquer ? Oui, alors, en fait, on a cette chance, notamment en France, que sous 90 jours, un crédit n'est pas régulé. Et en fait, ce qui est vrai depuis un certain moment, mais avec le temps, le fait de ne pas réguler s'est traduit par justement permettre en fait d'éliminer des étapes, comme tu disais, de remplir des papiers, signer des contrats, parce que même signer un contrat électronique, quand tout d'un coup dans un tunnel d'achat on te fait lire des pages et des pages de wording juridique, ça coupe un peu l'impulsion. Donc aujourd'hui il n'y a plus ça. Avant on te demandait aussi de downloader une carte d'identité ou de donner des informations très complètes, ce qui n'est plus non plus le cas aujourd'hui. Donc, on a rendu vraiment le formulaire d'acceptation très, très simple. Et nous, la chance qu'on a, c'est que toutes ces infos-là, on les a sur nos clients. Donc, à la limite, on ne leur demande rien de plus à nos clients. L'expérience est totalement fluide. Et donc, on voit que dans le tunnel d'achat, finalement, c'est assez transparent. Et nous, le travail... en fait, notre travail, on ne l'a pas mis sur l'expérience client, puisqu'elle est déjà très fluide. On l'a plus mis au service des marchands pour se dire comment on fait pour accepter le plus grand nombre de consommateurs, parce qu'il n'est pas question de dévier un groupe de clients vers du 4 fois pour derrière lui dire désolé, en fait, tu ne peux pas payer en 4 fois. Et là, le risque, c'est que le client ne revienne même pas essayer de payer en une fois. C'est qu'il sorte totalement du tunnel d'achat. Donc, c'est important pour nous qu'on puisse convaincre les gens de payer en 4 fois s'ils en ont besoin, mais qu'on puisse aussi les accepter dans un maximum de cas, et c'est vraiment des chiffres sur lesquels on est très fiers. Donc voilà, il y a ça. Et puis pour nous aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, PayPal, on est présent sur à peu près 80% des sites e-commerce en France, et ça va jusqu'à quasiment 100% sur des marchés encore un peu plus matures comme l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis, ce qui veut dire que quand on a lancé le 4 fois, en fait... En l'espace de quelques secondes, en fait, on a permis à tous nos commerçants de pouvoir offrir cette solution à leurs consommateurs. Ça, c'est un point qui est très important, parce que pour le commerçant, finalement, cette nouvelle feature, elle est déjà implémentée. Elle est déjà implémentée. Alors, oui, elle est déjà implémentée parce que toi, en tant que consommateur, quand tu choisis PayPal, de payer avec PayPal sur la page de paiement, derrière, tu arrives dans l'univers PayPal, donc tu as une page pour confirmer le moyen de paiement avec lequel tu veux payer, parce que tu sais que PayPal, donc c'est un portefeuille électronique. Donc les gens ont souvent plus qu'un moyen de paiement dans leur compte PayPal. Ils ont leur carte, ils ont leur compte bancaire. Souvent, ils ont leur compte bancaire parce que, comme je te disais, ils achètent, ils vendent, ils s'envoient de l'argent, donc ils veulent récupérer de l'argent sur leur compte. Et on voit maintenant qu'ils ont même plusieurs cartes. Et donc, au moment où tu vas valider quel est le moyen de paiement que tu veux choisir pour ce paiement, et tu vois maintenant aujourd'hui le paiement en 4 fois, qu'on a rendu très visible sur cette page. Et donc, voilà, les clients savent à ce moment-là que s'ils veulent basculer sur un paiement en 4 fois, ils pourront basculer sur le paiement en 4 fois. Maintenant, là, ce sur quoi on travaille avec les commerçants, c'est pour essayer de passer cette information encore plus tôt dans le tunnel d'achat. Parce qu'aujourd'hui, on a plus de 13 millions de clients PayPal en France, et on a déjà 1,5 million de clients qui ont payé en 4 fois. Donc, c'est un chiffre qui est totalement raisonnable, mais on sait qu'à peu près, aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 30-40% des Français qui se disent prêts à payer en 4 fois. Donc, ça laisse quand même de la marge de manœuvre. Et en fait, on se rend compte que les gens sont encore plus alertes
quand on leur passe l'information au moment où ils sont en train de prendre leur décision d'acheter. Donc, si tu mets en avant le paiement en 4 fois sur ta page produit ou sur ta page panier, c'est là où tu récupères des gens qui vont dropper parce que ils sont pas sûrs de finaliser leur achat. Et donc, ce kit de bannières, il n'est pas immédiat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tourner des bannières sur les sites des marchands sans leur demander leur autorisation. Donc, aujourd'hui, on travaille avec eux pour intégrer ces messages dans leur expérience de façon la plus fluide et la plus nette possible. Et on a déjà un certain nombre de grands commerçants qui mettent en avant les bannières PayPal. Et puis, comme tu le disais, il y a d'autres acteurs. Donc, si j'ai déjà un autre acteur, comment ça marche. Donc, pour nous, l'intérêt, c'est de montrer qu'au final, comme il y a déjà 25% des acheteurs français qui sont habitués à PayPal, finalement, le paiement en 4 fois avec PayPal est assez naturel, mais c'est quelque chose qu'on va faire dans la douceur. Voilà, on ne veut pas forcer le paiement 4 fois PayPal pour des marchands qui auraient déjà d'autres solutions. Donc, on travaille en ce moment à augmenter cette visibilité, à faire davantage d'études de cas. Avant qu'on aille plus loin, j'ai une question qui me vient. Avec une carte bancaire, comme ça existe ailleurs, c'est-à-dire à la différence d'un wallet, tu as une carte Visa par exemple, éditée par une banque, tu vas utiliser cette carte-là avec un concurrent de PayPal pour avoir un paiement en plusieurs fois, mais c'est sur cette carte que ça repose. Avec PayPal, c'est un wallet, tu le disais justement, c'est-à-dire que le wallet, il est alimenté par l'utilisateur. Il est alimenté. Alors, je voudrais que tu lèves un petit peu une question par rapport à ça. Tu comprends où je veux en venir. C'est-à-dire que... Je comprends parce qu'on a toujours eu de la confusion par rapport à ça. Donc, c'est une super opportunité si je peux clarifier ce point-là. Voilà. En gros, quand on crée un compte PayPal, on va renseigner quelle est la source d'approvisionnement du compte PayPal. Donc la source de paiement qui va être attachée à ce compte PayPal, donc qui peut être une carte ou un compte bancaire. Après, dans le futur, si la personne se met à acheter ou à vendre plutôt, elle aura du cash, du solde PayPal, mais bon, c'est pas forcément la source d'approvisionnement principale. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il faut approvisionner son compte avec du cash. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Tu peux dire, j'ai pas envie de dépenser plus de 100 € chaque mois avec PayPal, donc je fais un top-up de mon compte et je le limite à ça. Mais en fait, les gens, en général, ils font pas ça et PayPal va directement prélever l'argent sur la carte ou sur le compte. Non, mais je savais bien comment ça marchait, mais en fait, ce que je voulais, c'est que tu le dises parce que effectivement, il y a aussi ces questions. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois et c'est bien de le rappeler. Que ça fonctionne comme ça, puisque ça explique que c'est pas parce que sur ton wallet t'as que 100 € que tu vas pas pouvoir acheter je sais pas, un vélo à 300 € en 3 fois. Exactement. Et puis il y a beaucoup de gens, il y a aussi des gens qui soit ne vendent pas ou n'utilisent pas le paiement P2P ou qui alors ont mis un système de transfert automatique dès qu'ils ont du solde, ça part sur leur compte. Donc il y a beaucoup de gens qui ont 0 de solde et ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que nous, on va aller chercher, et c'est bien ce que je te disais sur cette page qui dit avec quoi tu veux payer. On va te dire, tiens, il se trouve que tu as du solde. Est-ce que tu veux utiliser ce solde-là ou justement tu préfères le garder mais tu as aussi mis ta carte et ton compte, donc quelle est la source de paiement avec laquelle tu as envie de payer cette transaction. Et aujourd'hui, on va te dire effectivement, tu peux aussi payer en 4 fois. Et le 4 fois, il va aller prendre sur ta carte bancaire. C'est intéressant que tu parles du 4 fois et que comme quoi c'est la France, chez PayPal, c'est le seul pays où il y a 4 fois, hein, tu l'as dit tout à l'heure. Oui. 4 fois, ça veut quand même dire 4 mois. Ça veut dire 3 mois, parce qu'en fait, on prend un quart du paiement immédiatement. D'accord. Voilà, c'était là bien. Où le 3 fois, tu vois, le 3 fois, les autres solutions de paiement en 3 fois, tu as le premier paiement. D'ailleurs, je te dis ça, mais en fait, même chez nous, il y a des subtilités où parfois on te prend le premier paiement immédiatement et donc le paiement se fait en 60 jours. Parfois, on te prend rien immédiatement et le paiement se fait en 90 jours avec un tiers. Là, dans le cas de la France, donc le paiement est séparé en 4 fois, donc on prend 25% du montant tout de suite.
Et ensuite, on prend 25% au bout d'un mois, 25% au bout de 2 mois, 25% au bout de 3 mois. Parce que comme je te disais, en fait, il faut respecter cette règle des 90 jours pour que ce soit considéré comme du crédit, enfin du crédit non régulé. Ok, donc c'est réparti sur 90 jours, mais en 4 fois. Ouais. Exactement. Parlons un peu justement des paniers. Je te le disais juste avant que tu prennes la parole là, le paiement plusieurs fois a été longtemps associé à des paniers d'achat assez élevés. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est de moins en moins vrai. Tu peux nous donner un peu des infos sur comment ça se passe chez vous, qu'est-ce que vous observez? Ouais, et en fait, nous, tu sais, on a lancé ce service en France il y a plus d'1 an. Et à l'époque, on avait un minimum à 80 €. Et ensuite, en fait, en interviewant nos consommateurs, on s'est rendu compte que 80 €, c'était un peu haut. Et en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des concurrents qui allaient plus bas. Donc, on a baissé le minimum à 50 €. Et on a refait on est repassé par la même étape. Et aujourd'hui, le minimum, il est à 30 €. Et donc, on a vu qu'en baissant de 50 à 30 € par exemple, en fait, on a évidemment baissé le montant moyen du paiement en 4 fois. Mais on a vu qu'il y avait surtout de la demande. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes les utilisateurs du 4 fois, tu as plus d'un tiers des utilisateurs qui ont moins de 25 ans. Donc, c'est des jeunes, justement, on parlait de pouvoir d'achat, donc c'est des jeunes qui ont un pouvoir d'achat plus faible, pour qui finalement ça devient une flexibilité de paiement sans qu'ils se posent trop de questions. Donc, tu vois, 30 €, tu te dis pas forcément est-ce que j'ai 30 €, mais en fait, tu sais que ça devient une facilité de paiement et donc tu te poses pas la question. Pour nous, le choix de baisser le panier, enfin le minimum, c'était aussi une question de risque parce qu'on se dit, ça peut paraître contre-intuitif, mais quelqu'un qui va payer en 4 fois pour un montant plus faible, est-ce qu'il n'y a pas un profil plus risqué ? Et donc, c'est là où notre expertise nous a donné, et les premiers retours nous ont donné totalement confiance à baisser. Alors, je ne pense pas qu'on va baisser en dessous de 30 €, ça a l'air déjà assez raisonnable, mais voilà, on n'a pas vu forcément une augmentation du risque et surtout, on a vu que c'était vraiment utilisé pour des montants entre 30 et 50 €. Donc ça veut dire ça veut dire que votre solution, elle s'adresse à tous les e-commerçants. Tout le commerce en ligne. Exactement, ouais. Elle s'adresse à tous les commerces. Et à l'inverse, il y a des maximums. Et à l'inverse, il y a un maximum à 2 000 €. Donc celui-là, on ne l'a pas fait évoluer. Après, tu sais, au départ, quand on a lancé le paiement en 4 fois, c'était simplement sur des achats physiques, tangibles. Et là, depuis quelques mois, on a ouvert tout l'intangible, donc c'est-à-dire le voyage en particulier. Là où les paniers moyens sont plus élevés. Donc, on va dire qu'on monitore et comme je disais, on parle beaucoup à nos consommateurs pour comprendre quels sont leurs besoins aussi. Alors, on le disait en introduction, tu vas nous présenter un business case. C'est toujours bien d'avoir un peu de concret avec un client qui existe. Tu parlais de voyage, je crois que la transition est parfaite vers le business case. Oui, effectivement, on est très fiers. On a plusieurs business cases, mais on en a un dont on est assez fiers. C'est un business case avec Air France, donc aussi pour la marque Air France et la preuve de confiance qu'ils nous font en acceptant qu'on partage de façon publique à nos autres clients, à nos autres prospects ces chiffres. Donc en fait, Air France, on travaillait avec eux depuis plusieurs années, mais principalement sur la partie mobile. Et il y a, en fait, juste avant la pandémie, on a travaillé avec eux sur l'ouverture des volumes aussi sur le web. Et dans le cadre de ce travail, on a décidé de faire un A/B test, donc pour leur prouver que parce que en fait, dans les secteurs où les marges sont assez faibles, ce qui est le cas du voyage et ce qui est le cas aussi de l'alimentaire, c'est les secteurs sur lesquels on a une traction un peu plus lente parce que PayPal reste un service premium que les commerçants ne peuvent pas tous s'offrir comme ça au départ, si en tout cas on ne leur prouve pas qu'il y a un retour sur un investissement. Donc on a fait cet A/B test de plusieurs mois avec Air France et ce qu'ils ont pu mesurer, c'est que en fait l'ajout du bouton PayPal sur leur site leur a permis de réaliser 10% de chiffre d'affaires en plus. Donc 10% de chiffre d'affaires en plus, c'est-à-dire en comparant
un site qui a PayPal avec un site qui n'a pas PayPal. Donc, sur la même catégorie de consommateurs. Sur la même catégorie de consommateurs, sur la même période. Et en fait, comment se décompose ces 10% de chiffre d'affaires en plus? C'est un mix entre la conversion et le panier moyen. Donc, il y a et qui est à peu près 50-50. Donc, à peu près 5% de conversion en plus sur le tunnel d'achat incluant PayPal et 5% de panier moyen en plus sur les transactions, sur le mix de transactions qui impliquait PayPal comme moyen de paiement. Donc chiffre assez fort, notamment sur Air France, où on peut se dire Air France a un peu ce monopole, donc est-ce que j'achèterais pas mon billet s'il n'y a pas PayPal? On peut se poser la question, et en fait on voit que c'est une vraie aide au déclenchement d'achat. Ce qu'on a pu voir aussi, c'est que finalement tu as beaucoup de gens qui ont à nouveau du solde parce qu'ils vendent, et que du coup sur l'achat d'un billet d'avion, ça peut être aussi une aide à la prise de décision de se dire tiens, je vais partiellement payer mon billet avec ce que j'ai pu vendre sur Vinted par exemple. Donc voilà, il y a des leviers qui sont intéressants et qui même pour nous sont super intéressants à creuser parce que chaque client est différent et chaque client a ses propres ressorts de décision et voilà, donc on est très fiers de ce business-là. Air France propose donc aussi le paiement en plusieurs fois puisque c'est natif finalement dans la solution. Ouais, comme je te disais, c'est assez récent qu'on ait ouvert le 4 fois au service, à l'intangible. Donc oui, maintenant c'est le cas. Mais ça ne l'était pas au début. D'accord. Donc il n'y a pas encore assez de recul pour pouvoir mesurer la performance du 4 fois. Non, mais ça peut être l'occasion d'une troisième rencontre. Bon, très bien. En tout cas, Caroline, merci beaucoup pour cet échange. Merci de nous avoir d'être rentré un peu dans le détail sur le fonctionnement de PayPal et puis être allé plus loin sur la proposition de valeur que la première fois où on s'était plus intéressé à ton parcours à toi et puis on avait quand même parlé du wallet, mais là on est allé sur le paiement fractionné qui nous permet aussi de partager ces évolutions autour du paiement. Il y en a beaucoup et le paiement fractionné est vraiment d'actualité dans ces changements qu'à la fois nous consommateurs mais aussi nous e-commerçants on intègre. Je voudrais aussi remercier Comexposium et le salon One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour la coproduction de cet épisode. Et puis merci à vous les auditeurs, vous êtes tous les jours plus nombreux à écouter. Merci pour les petits messages que vous envoyez de soutien. Si vous voulez contacter Caroline, c'est via LinkedIn je pense, hein. Parfait. Ouais. Si vous voulez en savoir plus sur les Digital Doers, rendez-vous sur le site lesdigitaldoers.com. Caroline, merci encore pour ce duplex en direct de New York. Merci. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.